Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. La femme dont je vais vous parler aujourd'hui est un génie du cinéma, une réalisatrice audacieuse qui a révolutionné le film documentaire et ciselé la lumière comme personne. Mais cette artiste est aussi la plus grande cinéaste de propagande du Troisième Reich et une intime de Hitler, bien qu'elle s'ait défendue d'être nazie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Leni Riefenstahl, la cinéaste des nazis. Épisode 1. Gravir les sommets. Nous sommes à la foire du livre de Francfort en octobre 2000. Une vieille dame de 98 ans fend la foule compacte pour rejoindre sa table de dédicace. Avec son manteau beige drapé, ses lèvres rouges et son brushing blond impeccable, elle ne manque pas d'allure. Leni Riefenstahl vient donner une conférence à l'occasion de la sortie d'un livre qui retrace sa carrière. Elle est à peine assise que les flashs crépitent, les questions fusent. Les cinéphiles vénèrent son œuvre novatrice et son audace de femme libérée. Mais ses accointances avec les nazis dérangent. Alors qu'on évoque son passé trouble, la vieille dame lève la tête, regarde fixement l'auditoire et affirme avec assurance que 90% de ce que l'on a raconté sur elle est faux. Hélène Riefenstahl, surnommée Leni, est née le 22 août 1902 à Berlin, dans une famille bourgeoise qui lui transmet le goût d'entreprendre et une certaine indépendance d'esprit. Sa mère voit en elle un petit trésor dont elle s'occupe avec passion en lui faisant prendre des cours de danse classique et contemporaine. La petite Leni sent vite que son existence est liée à l'expression artistique. À 18 ans, elle monte son propre spectacle de danse et connaît immédiatement le succès. Tout en continuant à se perfectionner, elle part en tournée à travers l'Allemagne, la Suisse et la Tchécoslovaquie. En 1923, le réalisateur et metteur en scène Max Reinhardt la remarque et lui ouvre les portes du Deutsches Theater de Berlin, l'une des plus grandes scènes de la capitale. Corps souple, regard magnétique, Leni triomphe sur les plateaux jusqu'au jour du drame qui va changer sa vie. Un soir de 1924, lors d'un récital à Prague, Leni rate un mouvement et se blesse au genou. C'est grave, elle ne pourra plus danser avant plusieurs mois. De retour à Berlin, alors qu'elle attend le métro pour se rendre chez son médecin, une affiche de cinéma placardée sur le quai en face d'elle capte son attention. Il s'agit de La montagne du destin d'Arnold Frank. Le réalisateur a littéralement inventé le cinéma de montagne, de véritables performances d'alpinisme devant les caméras dans des conditions extrêmes sur fond de scénarios romantiques. Captivée, Leni oublie son rendez-vous chez le médecin et se rend en boitillant dans le cinéma le plus proche. Elle est fascinée par le film d'Arnold Frank. Alors, elle remue tout Berlin pour l'approcher. Elle remet une photo d'elle à l'un de ses producteurs et exige de rencontrer le cinéaste pour jouer dans son prochain film. Son audace est payante. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle se trouve à l'hôpital pour soigner son genou, Arnold Frank vient lui rendre visite. Il lui tend le scénario de son prochain film, La montagne sacrée. Sur la couverture, il y a une mention manuscrite. Écrit en 3 jours et 3 nuits pour Leni Riefenstahl. Dans ce film, la Berlinoise incarne Diotim, une femme prise dans un triangle amoureux tragique avec 2 alpinistes. Dans une scène conçue sur mesure pour elle, Leni danse face à la mer comme une naïade sur la pellicule mordorée, offrant son corps vêtu d'une courte tunique aux embruns de la mer. Cette allégorie du désir fait d'elle une star de la République de Weimar. Mais Arnold Frank ne se limite pas à sublimer son égérie. Il répond à ses envies d'apprendre à se servir d'une caméra.
Leni a obtenu l'autorisation de tourner une scène de montagne. Consciencieusement, elle tourne la manivelle pour faire défiler la pellicule. En 1925, les caméras ne fonctionnent pas encore à l'électricité. Soudain, Leni entend une explosion près d'elle. La lampe du projecteur situé à sa gauche vient d'éclater. Elle ressent une brûlure sur sa joue, mais elle continue à tourner la manivelle de sa caméra. Les acteurs glissent tout chousse dans la montagne. Pas question de rater le plan. À la fin de la séquence, l'apprentie cadreuse réalise ce qu'il vient de se passer. Elle a la moitié du visage noir et brûlé. Heureusement, elle n'en gardera aucune cicatrice et elle est très fière de ne pas s'être laissée détourner de sa mission. Arnold Frank devient son mentor. À sa demande, il crée des rôles féminins plus complexes. Fini la jolie fille qui attend les alpinistes dans la vallée. Maintenant, elle défie les sommets avec eux, accepte que son réalisateur la noie sous des kilos de neige pour simuler une avalanche, et elle serre les dents quand elle découvre qu'elle est couverte de bleu après une telle cascade. Leni est une dure à cuire et elle le montrera encore lors du tournage épique de SOS Iceberg. Arnold Frank vient de décrocher un énorme contrat avec les studios américains Universal pour tourner son prochain film de montagne dans une version allemande et dans une version américaine simultanément. Une partie du tournage se passe au Groenland. Il fait un froid polaire. La banquise encercle presque le bateau affrété pour le tournage. 2 des acteurs doivent se lancer à l'eau pour tourner une scène. Évidemment, ils traînent des pieds. L'eau est à moins de 5 degrés. Fatiguée d'attendre que ces messieurs se décident, Leni enlève son manteau, court sur le pont et saute par-dessus le bastingage sous les yeux exorbités de ses partenaires. Au début des années 1930, la Berlinoise veut réaliser son premier long-métrage. Elle ouvre sa propre société de production et s'associe au banquier juif Harry Sokal pour financer son film intitulé « La lumière bleue ». Pour limiter ses emprunts bancaires et ne pas trop dépendre de son coproducteur, elle vend ses propres bijoux. Leni rêve d'un scénario romantique et mystique. Giunta, une sauvageonne un peu sorcière dans un village de montagne italien, est la seule à connaître les secrets d'une grotte dont les cristaux émettent une lueur bleue à la pleine lune. Giunta est trahie par un homme qui a découvert son secret et la grotte est pillée par les villageois cupides. Pour écrire son film et le réaliser, elle collabore avec un scénariste et metteur en scène expérimenté, le communiste hongrois Béla Balázs. Même si celui-ci est officiellement le réalisateur et Leni son assistante, elle garde la main sur tout. Femme séductrice et dominatrice, elle s'entoure des meilleurs pour réussir, mais propose aussi ses propres idées. Pour filmer la grotte magique, elle demande à son cadreur de mettre un filtre vert sur la caméra. Le technicien la regarde comme une illuminée, proteste un peu, et puis finit par s'exécuter. Au final, il admet que Leni a eu une idée brillante. L'effet magique de la grotte est décuplé sur la pellicule. Bien que passionnée de cinéma, Leni ne boude pas la politique. En février 1932, elle assiste à un meeting nazi au Sportpalast de Berlin. Elle avait quelques préjugés sur Hitler qu'elle trouvait assez laid, mais au final, comme beaucoup de gens, elle est conquise par son charisme et la puissance qu'il dégage. Elle est convaincue que cet homme sauvera l'Allemagne. Enthousiaste, elle lui écrit une lettre et une rencontre est organisée dans les mois suivants. Hitler est un grand cinéphile. Il est tombé sous le charme de Leni Riefenstahl en la voyant danser dans la montagne sacrée. Il a également adoré la lumière bleue. Bien qu'il soit assez misogyne, le leader du parti nazi l'admire aussi pour s'être imposé dans un monde masculin. La Berlinoise, en plus d'être remarquablement belle, a une assurance désarmante et un aplomb irrésistible. Selon Leni, Hitler aurait tenté de l'embrasser puis se serait ravisé en lui expliquant que son seul amour était l'Allemagne.
Selon les services de renseignement français, la cinéaste et Hitler sont devenus amants. Cette proximité amoureuse aurait notamment garanti la protection de la mère de Leni qui aurait des origines judéo-polonaises. Après leur rencontre, Hitler aurait envoyé un exemplaire de Mein Kampf à Leni. Elle le parcourt sans s'y plonger vraiment, la lecture en est fastidieuse. Malgré tout, elle est fascinée par les têtes pensantes du parti nazi. Elle les fréquente désormais avec plaisir, mais elle ne s'engage pas directement comme militante. Sa carrière est artistique et non politique. En janvier 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. Il est désormais très attentif à la propagande de son parti sur laquelle il veille avec son idéologue, le docteur Joseph Goebbels. Le chancelier demande à Leni de filmer le rassemblement du parti nazi à Nuremberg du 3 septembre 1933. Ce documentaire à la gloire du national-socialisme s'intitule « La victoire de la foi ». Hitler est satisfait. La cinéaste devient alors la cheville ouvrière des films de propagande d'Hitler. Même Goebbels, réputé très exigeant, apprécie son travail et considère qu'elle est la seule cinéaste à comprendre les nazis. L'année suivante, en 1934, le chef des nazis a terminé d'achever la fragile République de Weimar et devient le Führer du Troisième Reich. Il confie naturellement à Leni son prochain film de propagande, Le triomphe de la volonté. Ce documentaire, perçu comme un chef-d'œuvre cinématographique par sa qualité, est l'enfant odieux de la rencontre de deux mégalomanes. Leni n'a pas vraiment de plan de tournage, mais elle filme les parades militaires et les discours du Führer avec des intuitions géniales en termes d'image. Elle positionne elle-même ses dizaines de caméramens, fait monter des tours gigantesques pour filmer en plongée, suit Hitler dans sa Mercedes où elle place la caméra juste derrière son épaule pendant qu'il salue la foule. L'effet est particulièrement immersif. Leni traite aussi la lumière de manière avant-gardiste en usant notamment des contre-jours qui donnent à Hitler une aura surnaturelle sur la pellicule. Elle monte ensuite son film avec 200 heures de rush en jouant des fondus enchaînés, des aigles et des croix gammées. Ravi du résultat, Hitler confie une nouvelle mission à sa cinéaste favorite. Filmer les Jeux Olympiques d'été de 1936 organisés à Berlin. Leni veut faire de ce nouveau documentaire un chef-d'œuvre inoubliable et, comme elle a l'habitude de le faire depuis La Lumière bleue, elle veut s'entourer des meilleurs. Et le meilleur réalisateur à Berlin est Willy Sielke. Le Munichois est comme elle âgé de 34 ans. Formé à l'école de photographie de Munich, il pose un regard neuf sur le cinéma avec un sens de l'esthétique particulièrement poussé. Leni préfère le voir comme un allié plutôt qu'en rival. Ses deux premiers films, l'un portant sur le chômage au début des années 30 et l'autre sur les chemins de fer en 1935, ont été censurés par les nazis. Le premier film mettait trop en avant les problèmes économiques et sociaux de l'Allemagne. Le second était perçu comme une ode au réseau ferroviaire anglais et français plus performant que celui des Allemands. Leni possède néanmoins une des rares copies de La Bête d'acier de Sielke. Elle y puise de l'inspiration pour traiter la lumière et imaginer des travelling. En cette année 1935, Willy Sielke est désespéré de voir son travail interdit. Son talent indéniable est gâché par des considérations politiques. Son salut vient de Leni Riefenstahl quand la réalisatrice lui envoie une lettre pour l'inviter à une projection privée. Dans le premier épisode consacré à Leni Riefenstahl, la Berlinoise se destinait à une carrière de danseuse, mais un accident lui a fait embrasser la carrière d'actrice. Avec son mentor, le réalisateur de films de montagne Arnold Frank, Leni apprend à jouer et à mettre en scène. Devenue comédienne et réalisatrice à succès, elle se rapproche du parti nazi. Après sa rencontre avec le chancelier Adolf Hitler qu'elle admire,
elle accepte de devenir la réalisatrice des films de propagande nazie. En 1935, elle s'apprête à réaliser un film sur les Jeux olympiques de Berlin. Pour cela, elle veut collaborer avec le cinéaste 2 fois censuré par le Reich, Willy Zielke. Épisode 2, 35 mm de tyrannie. Nous sommes à Berlin en 1935. Leni Riefenstahl a organisé une projection de film en présence de Willy Zielke et de Joseph Goebbels, le ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Troisième Reich. L'intellectuel des nazis est un amateur de cinéma et d'actrices. Il contrôle tous les films qui sortent désormais en Allemagne et il trouve le travail de Willy Zielke presque antipatriotique. Néanmoins, Leni, qui apprécie le talent de son confrère, souhaite travailler avec lui pour son film sur les Jeux olympiques d'été de Berlin de 1936. Pendant la projection, Zielke observe Leni. Il la trouve enjôleuse et dominatrice. Elle parle trop fort avec une voix stridente qu'il trouve désagréable, mais elle a le pouvoir de le faire travailler. Alors il accepte de collaborer avec elle pour le film Olympia, connu en France sous le nom « Les dieux du stade » avec la bénédiction de Joseph Goebbels. On ne saura jamais si Leni souhaite sincèrement collaborer avec Zielke parce qu'elle apprécie son travail ou si elle a ourdi un complot pour mettre son plus grand rival sous sa coupe. Il se murmure qu'elle aurait elle-même orchestré avec l'aide de Goebbels la censure de son film sur les chemins de fer pour l'acculer et l'obliger à travailler pour elle. Selon les notes des services secrets français de l'époque, Leni passe pour une femme très rusée, mais les preuves manquent pour faire d'elle, sur ce coup, un véritable Machiavel. Toujours est-il qu'en 1936, Berlin s'est fait une beauté pour accueillir les JO. Les affiches antisémites ont disparu des rues, l'Allemagne semble prospère, les stigmates de la crise économique de 1929 sont invisibles et Hitler est plus aimé que jamais. Leni s'est fait un plan de tournage pharaonique pour son film sur les dieux du stade. Elle dispose de plus de 150 cadreurs qu'elle dirige d'une main de fer dans les établissements sportifs, dans le village olympique et dans la ville. Pour réaliser son projet, l'argent coule à flot. Ce sont les institutions nazies qui ont commandé le film et non le comité olympique. Pour réaliser le prologue, Leni envoie Zielke en Grèce et lui laisse une relative autonomie. C'est dire la confiance qu'elle a en lui. Le réalisateur fait des repérages sur plusieurs sites archéologiques parmi lesquels le Panthéon sur l'Agora d'Athènes. Avec une équipe réduite, il filme les vestiges grecs en lent travelling avec une succession de fondus enchaînés pour passer d'un plan à l'autre. Après les colonnes doriques qui illuminent l'écran dans toute leur blanche pureté, les statues de dieux surgissent. Les visages de marbre des divinités semblent sculptés par les jeux de lumière et de fumée. Tout est mouvement, grandiose, sublime. Et enfin, les dieux marmoréens cèdent leur place aux humains dans un fondu enchaîné où le célèbre discobole grec devient un lanceur de disques tout en chair et en muscles. Enfin, un éphèbe brandit au ralenti la torche olympique. Les images du prologue des dieux du stade sont un chef-d'œuvre dont le mérite revient essentiellement à Willy Zielke. Leni n'est arrivée en Grèce qu'à la fin du tournage, une fois les images quasiment terminées. En revanche, les images dans les stades sont bien l'œuvre de Leni. En tant que documentariste, elle excelle. Elle veut tout superviser. De nombreuses photos la montrent en train de donner des ordres sur le plateau ou agrippée aux épaules d'un cadreur assis dans un chariot de travelling pour diriger la caméra. Pendant les épreuves, Leni est très proche du Führer pour rester à son écoute. Hitler déteste ces grandes cérémonies sportives internationales. Il redoute que l'Allemagne se fasse ridiculiser par d'autres pays alors que l'aigle nazi étreint de ses serres les anneaux olympiques sur les drapeaux des Jeux. Lors de cette édition des JO, les caméras de Leni Riefenstahl capturent les victoires de l'athlète noir américain Jesse Owens.
Il remporte 4 médailles sur 4 épreuves disputées, celles du 100 mètres, du 200 mètres, 4 fois 100 mètres et du saut en longueur. Contrairement à une légende inventée a posteriori et du propre aveu de Jesse Owens, le Führer s'est montré courtois avec lui et les Allemands ont été plus respectueux de sa personne que les entraîneurs de sa propre équipe. En 1936, aux États-Unis, les Noirs n'ont pas encore les mêmes droits que les Blancs. Le Führer reconnaît discrètement les victoires d'un athlète noir, membre d'un peuple réputé inférieur aux Aryens, la pure race germanique, parce que l'Allemagne a remporté 33 médailles d'or. Un véritable exploit que les fans du Führer attribuent à sa présence quotidienne dans les gradins. À l'issue de la cérémonie de remise des médailles le 16 août 1936, Leni entame la sélection des plans et le montage des images. Ce travail colossal prendra 1 an et demi. Ses collaborateurs la disent parfois dépassée par l'ampleur de la tâche, mais elle n'est pas le genre de femme à baisser les bras et elle met son grain de sel partout. Elle exige que Willy Zielke remonte le prologue tourné en Grèce selon ses propres désirs. Leurs disputes à ce sujet sont littéralement homériques. Face à sa tyrannique réalisatrice, Zielke perd pied. Il angoisse, se croit surveillé, fait des crises de paranoïa et craint même pour sa vie. En 1937, au bord de l'abîme, il se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Pour lui, c'est le seul moyen de fuir Leni. Pour ses médecins, il est schizophrène. Pour les historiens d'aujourd'hui, il souffre plutôt d'une grave dépression consécutive à la censure de ses 2 premiers films et à la tyrannie de Leni Riefenstahl. Quoi qu'il en soit, les médecins adhèrent aux principes eugénistes du Reich et décident de le stériliser. Les fous ne doivent pas se reproduire en Allemagne. Leni profite de cette hospitalisation pour récupérer les photos prises lors des repérages du prologue des dieux du stade en Grèce chez la femme de Zielke. Les dieux du stade, documentaire en 2 parties, sort en 1938, 2 ans après les JO. Il est encore une fois encensé par les cinéphiles. Le nom de Willy Zielke apparaît au générique, mais il sera supprimé dans une seconde version. Peu de temps après, Leni, proche des plus hautes autorités du Reich, a entrepris d'expurger son œuvre de ses anciens brillants collaborateurs qui la gênent désormais. Elle fait remonter le générique de La Lumière bleue, le nom de Béla Balázs, son co-scénariste hongrois et communiste, disparaît également au profit de son seul nom à la réalisation. Celui de son coproducteur, le juif Harry Sokal, est lui aussi supprimé. Leni est maintenant une intime du Führer qui se montre satisfait de son travail. Les photos qui immortalisent leur complicité sont très nombreuses. Le 12 septembre 1939, 11 jours après l'invasion de la Pologne par les Allemands, Leni est envoyée par Hitler en personne dans la ville de Konski pour documenter la victoire militaire. Les généraux n'aiment pas voir traîner une cinéaste jugée désinvolte dans leurs pattes pendant une opération militaire, mais ils n'ont pas le choix. Et Leni assiste stupéfaite au meurtre de 22 civils par l'armée du Reich. Elle proteste, mais ce n'est pas plus audible qu'un cri dans le vacarme de la guerre. Désormais, Leni Riefenstahl veut travailler sur un projet de fiction. Sur son nouveau film, elle veut être omnipotente et omniprésente, productrice, réalisatrice, scénariste et comédienne. Elle travaille sur un scénario inspiré du livret de l'opéra Tiefland écrit par Eugène Albert sur une musique du compositeur italien Giuseppe Becce. Leni et Hitler partagent la même passion pour cette histoire qui évoque la résistance du peuple face à l'oppression. L'action se déroule en Espagne. Un riche propriétaire terrien maltraite ses paysans et pousse le berger Pedro à épouser sa propre maîtresse, la servante Marta, pour continuer à disposer d'elle alors qu'il se mariera à une femme de son rang. Pedro tue le propriétaire et part s'installer dans la prairie avec Marta, libérant ainsi le peuple.
Évidemment, Leni, qui approche la quarantaine mais conserve une beauté magnétique, jouera le personnage de Martha. Il lui faut un décor à sa mesure pour tourner des scènes bucoliques dans les champs espagnols. Hélas, la guerre lui interdit de quitter les territoires du Reich. Elle obtient donc des sommes folles grâce au soutien de Hitler pour filmer dans la région de Salzbourg en Autriche. Tiefland est un véritable gouffre financier qui lui vaut quelques frictions avec Goebbels. Leni ordonne la construction d'un village espagnol presque à taille réelle et d'une forêt artificielle qu'elle fait parfois déplacer d'un jour à l'autre sur un coup de tête, ce qui prend du temps et coûte beaucoup d'argent. Mais surtout, il lui faut des figurants et pas question de tourner avec des Ariens pour jouer des Espagnols. Au début des années 1940, le Reich compte plusieurs camps de travail et camps de la mort où sont incarcérés de nombreux Roms et Tziganes. Ces personnes sont jugées de race inférieure et il convient de les exterminer selon l'idéologie nazie. Leni négocie donc avec les SS pour que ceux-ci lui envoient des figurants pour son film. Des femmes, des hommes et des enfants qu'elle exploite en tirant. Les enfants s'évanouissent sur le plateau, fatigués par de longues heures de travail sans pause, et le soir, tout le monde dort dans une grange. L'argent des cachets est directement reversé aux SS. Le film est très complexe, le tournage traîne en longueur, et puis arrive la scène finale. Une scène poétique où la lumière est capitale. Leni, qui apparaît dans la scène, a besoin d'un caméraman expert pour la suppléer. L'homme qu'il lui faut, c'est Willy Silke. Nous sommes à Berlin le 8 avril 1943. Leni a donné rendez-vous à Willy pour lui parler de Tiefland. Celui-ci est sorti de l'hôpital psychiatrique, il est maintenant sous la tutelle de son beau-frère. Il a cependant échappé à sa surveillance pour se rendre au rendez-vous avec la cinéaste. Arrêté sans ses papiers sur lui par la Gestapo, il est promptement relâché grâce à un coup de téléphone à la cinéaste du Führer. Mais Willy n'est pas très content de revoir la femme qu'il a persécutée sur le tournage des Dieux du Stade. Leurs visions artistiques de Tiefland sont incompatibles et Silke repart chez lui en refusant l'offre de Leni. Vexée, la cinéaste envoie une lettre de menace à peine voilée à son tuteur. Silke, craignant à nouveau pour sa vie, accepte de retravailler avec Leni. Il arrive à Prague en 1944 où il tourne la scène finale de Tiefland. Pedro, le gentil berger, tue le méchant propriétaire terrien et regagne ses pâturages avec Martha dans une lumière presque surnaturelle. Certains critiques d'art voudront y voir le symbole de l'Arien tuant le capitaliste juif et libérant l'Allemagne représentée par Martha pour couler des jours heureux dans un Reich paradisiaque. Après tout, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas oublier que le livret de l'opéra Tiefland a été écrit en 1903, bien avant la création du nazisme. Pressé de voir le film, Hitler offre à Leni une villa en Autriche avec une salle de montage dernier cri et une rallonge de 350 000 Reichsmark pour finir cette œuvre. Pour monter son film, Leni exige une fois encore la présence de Willy Silke. Elle l'aurait séquestré dans son chalet jusqu'à ce que le film soit terminé. Jugé guéri par les médecins en 1945, Silke échappe enfin à l'emprise de Leni après ce dernier travail. Cette même année, le 2 septembre, la guerre prend fin. Les services de renseignement français saisissent la salle de montage et la collection de films de Leni Riefenstahl. En état d'arrestation, la réalisatrice est accueillie comme une star par le service cinématographique de l'armée et les journalistes internationaux. Mais l'armée alliée doit tout de même déterminer si elle est, oui ou non, une criminelle de guerre. Son dossier, désormais consultable dans les archives françaises, est affligeant. Elle aurait été la maîtresse de Hitler et d'autres cadres du parti. Ses collaborateurs la jugeaient tyrannique, égoïste et manipulatrice. Mais Leni se défend comme une lionne. Sa collaboration avec les nazis était seulement artistique. Elle n'adhérait pas aux idées du parti et n'avait pas connaissance des camps.
Elle maintient que les figurants de Tiefland n'étaient pas des prisonniers et qu'ils lui ont écrit des lettres pour la remercier. Mais l'armée alliée doit tout de même déterminer si elle est oui ou non une criminelle de guerre. Son dossier, désormais consultable dans les archives françaises, est affligeant. Elle aurait été la maîtresse de Hitler et d'autres cadres du parti. Ses collaborateurs la jugeraient tyrannique, égoïste et manipulatrice. Mais Leni se défend comme une lionne. Sa collaboration avec les nazis était artistique. Elle n'adhérait pas aux idées du parti et n'avait pas connaissance des camps. Elle maintient que les figurants de Tiefland n'étaient pas des prisonniers et qu'ils lui ont écrit pour la remercier. Mais les recherches récentes prouvent que 80% de ces figurants ont été déportés et tués après la fin du tournage. Difficile d'imaginer que Leni Riefenstahl ignorait la solution finale, mais elle convainc les enquêteurs et n'est pas jugée comme criminelle de guerre. Tiefland sort en 1954, alors que la cinéaste commence une longue traversée du désert. À partir des années 1980, les documentaristes et les historiens commencent à s'intéresser à la cinéaste de propagande du Reich. Les cinéphiles continuent d'admirer son travail et les historiens sont circonspects. Elle se prête volontiers au jeu de l'interview, mais entre dans des colères noires lorsqu'on évoque ses amitiés avec les hauts fonctionnaires du parti nazi. Désormais, elle jure que Goebbels la détestait et qu'il a menti quand il écrivait des éloges sur elle dans son journal intime. Elle jure ne jamais avoir été la maîtresse de Hitler, mais admet l'avoir admiré, comme tant de gens dans les années 1930. Elle s'emploie à forger sa légende d'artiste, de femme audacieuse et de cinéaste opportuniste prise malgré elle dans les tourments de l'histoire. Elle assigne en justice tous ses détracteurs comme la documentariste Nina Gladitz qui a révélé sa relation toxique avec Willy Zielke et l'exploitation de Roms et de Tziganes pour Tiefland. Malgré l'horreur, son aura ne pâlit pas. Leni Riefenstahl, en vieillissant, n'a rien perdu de son aplomb ni de son audace. En 2000, elle triomphe à Francfort à la foire du livre où elle jure que 90% des choses qu'on raconte sur elle sont fausses. Elle n'était pas nazie. Tout ça n'est que calomnie. En 2002, à 100 ans, Leni sort son dernier film, Impression sous-marine, qui compile ses images de 25 ans de plongée à travers les mers du globe. Après une jeunesse à filmer sur les sommets enneigés, elle a passé sa vieillesse à faire des images sous l'eau, allégorie d'une chute des sommets vers les abysses. Elle meurt le 8 septembre 2003 à 101 ans en Allemagne, laissant derrière elle l'histoire tout en nuances de gris d'une femme fascinante dont on ne sait s'il faut la détester ou l'admirer. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Leni Riefenstahl, la cinéaste de génie au service des nazis. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. On retrouve aussi Julien Tarot à la musique originale et aux musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle de ce podcast.